Sandana Bourgogne. Bonjour tout le monde pour ce nouvel épisode de Dans les cordes. Épisode numéro 23, 24, on sait plus. J'y mettrai sur la vignette. Où on va faire la preview du combat qui a lieu dans 2 semaines. Un combat finalement un peu intéressant de Vergil Ortiz Jr. avec Erickson Lubin. Un beau combat honnêtement. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense que ça va être intéressant. C'est cool de revoir Vergil Ortiz dans le ring. Ça va être sympa depuis sa victoire contre Madrimov. Donc ouais, je pense que ça va vraiment être un combat sympa. Ouais. Apparemment après sa victoire contre Madrimov, il s'était abîmé les mains. Je sais pas si c'est juste une main, je sais pas si c'était... Je crois pas qu'il s'est fait opérer. Mais en tout cas, à voir si ça peut le gêner. Mais ça explique un petit peu le temps d'attente. Le temps d'attente, ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que ça avait cogné aussi un petit peu. Il avait cogné. Ouais. Franchement, c'est un peu le problème d'un mec comme ça, c'est que si ça va sur 12 rounds, à la fin, les mains... elles sont dans un état... Pas possible, quoi. Quand t'es avec du 10, en règle générale, ça laisse des traces. Je sais pas s'ils sont pas du 8. Non, je crois que c'est du 10. Du 10, mais t'as vu... Je sais pas si t'as vu, il utilise les gants Everlast là, qui doivent être en crin de cheval là, de cheval là. Et du coup, ce qui fait que ça doit bien défoncer les mains. Ça doit claquer en plus. Ouais. De toute façon, on l'a vu sur le visage de Madrimov à la fin du combat. Ouais. Bon, en tout cas, toi, je sais pas ce que t'en penses de ce combat. Est-ce que tu es excité de le voir ou pas? Ouais, je suis assez hype de voir ce combat. Ça va être intéressant. Après, honnêtement, je m'attends à une victoire de Vergil Ortiz parce que là, en ce moment, c'est quand même mon petit joujou. Je sais que j'aime beaucoup ce boxeur. Je trouve qu'il a fait un très gros step-up là en battant aussi Madrimov et juste avant Boachuk. Il a pris des mecs qui étaient vraiment solides, donc j'ai envie de voir la suite. Erickson Lubin, c'est aussi un bon contender. Après, il a eu 2 défaites, une contre Fundora et une contre comment il s'appelle ? Charlo. Contre Charlo. Hâte de voir s'il peut aussi lui passer ce step-là, parce que c'est vrai que ce serait joli pour lui d'arriver à battre Vergil Ortiz à cette là il a 30 ans là, Erickson Lubin. Je pense que ce serait un bon moment pour se remettre encore un peu le vent en poupe. Donc non, je pense que ça va être très intéressant. T'en penses quoi toi? Erickson Lubin, alors c'est vrai qu'il a que 30 ans, alors qu'en fait il est là depuis super longtemps. Donc c'est étonnant. Lubin, moi je le suivais, on va dire depuis le début, parce que Lubin c'était un peu le Stevenson de l'époque. C'était un mec super en vue. Très bonne carrière amateur. Quand il est arrivé chez les pros, alors déjà, c'est un gaucher très technique. Il me fait penser un peu en termes de boxe, toute proportion gardée, un peu à Lemon Roche, ce que Lemon Roche il propose. Très technique, un mec mentalement très fort. Il est dans puissant le sens aussi, où il est très putain, j'ai vu les crochets très puissant en contre, très puissant. Mais c'est le genre de mec, il est très réfléchi, très posé. C'est pas le genre de mec qui va tout balancer, et prendre des risques. Et c'est vrai qu'au tout début de sa carrière, il avait fait vraiment très grosse impression. Et un mec comme Lubin, c'est vraiment... c'est un peu... je critiquais assez souvent qu'aujourd'hui, les boxeurs sont assez protégés. Devin Haney, Stevenson, même les mecs comme Tank Davis. Ouais. Et c'est un peu à cause d'un mec comme Lubin, ou aussi comme à l'époque Daniel Jacob, où c'est des mecs qui sont très flashy, ils ont 20, 23 ans. Tout le monde dit que ça va être des stars. Et en fait, ils sont un peu trop vite mis sur des combats, on va dire, sérieux. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé à Daniel Jacob quand ils l'ont mis contre Pirog et il s'est fait démolir en 5 rounds. Et Lubin, ils l'ont mis pour un titre contre Jermel Charlo. Charlo. Et Jermel Charlo, à l'époque, alors je crois que ça devait être il y a 10 ans, ça devait être en 2017, 2018. Ouais, c'est en 2017, c'est ça. Ouais. C'est un monstre. Donc du coup, le combat à l'époque, c'était vraiment un gros combat, quoi. C'était vraiment Jermel Charlo, le champion en titre, contre Lubin, le jeune qui en voulait. Donc Lubin, il avait 23-24 ans à l'époque. S'il a que 30 ans, s'il a 30 ans aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Et Lubin s'était fait mettre KO au premier round. Ouais. Alors hier, j'ai re-regardé un peu le KO parce que c'est vrai que dans ma tête, je m'étais dit c'était peut-être un lucky shot, quoi. Et en fait non. Charlo, en fait, Lubin, c'est un gaucher. Du coup, il avait 2-3 fois pendant le premier round, au début, t'as Charlo qui avait steppé avec son jab et mis un cross. Et Lubin avait fait un pas en arrière et avait mis la tête en bas. Et Charlo, il avait repéré ça. Et à un moment, Charlo, il a steppé avec son jab. Et au lieu de mettre un cross, il est arrivé en uppercut au corps. Et sa tête, elle est venue sans. C'est ça. Et là, et donc du coup,
C'est dommage parce que le combat en lui-même aurait été incroyable parce que Lubin, c'est vraiment. Mais en fait, ça a fait passer Lubin pour un mec pas terrible parce que se faire mettre KO au premier round. Après, il faut voir qui c'est qu'il avait en face. C'est vrai que Charlot à l'époque, c'est pas n'importe quoi. Charlot, le problème, c'est que c'est bon, les deux frères, vu que c'est des frères jumeaux, c'est un peu des tarés, quoi. Genre, c'est des mecs, pareil, ils sont arrêtés par les flics tous les 15 jours parce qu'ils se battent dans des bars. Donc, du coup, c'est dommage que leur carrière est partie un peu en live. J'allais dire le petit, si c'est des jumeaux. Ouais. En gros, il y en a un qui se bat dans une catégorie qui est plus petite que l'autre. Donc, pour moi, c'est le petit. Vraiment, je pense qu'à cette époque-là, 2017, 2018, 2019, même 2020, ça devait faire partie peut-être du top 10 pound for pound. Il était vraiment fort. Honnêtement, il était fort. Après, bon, là, il est parti un peu en vrille. Mais les carrières ont pris un peu un tournant un peu bizarre. C'est ça. Bah, de toute façon, après, t'as un peu de thunes. Les mecs, c'est les Charlots, ils ont de la testostérone. Enfin, c'est taré, quoi. Ouais, franchement. Et puis sur le ring, ils rigolent pas trop, quoi. Non. Franchement, pour le coup, Erickson Lubin, en plus, j'ai vu même jeune, des KO, même à, je crois, à ses 18 ans et tout. Il frappe très fort, très mal. Mais tu vois, autant des mecs comme Ortiz, comme Lomachenko, comme Usyk, tu sais que les mecs, c'est des boxeurs, dans le ring, ils rigolent pas. Ouais. Mais après, tu dis, voilà, c'est des gens, on va dire, normaux. Ouais, bien sûr. Un mec comme Charlot. Non, c'est des mecs qui sont. Même dans la rue, si tu le regardes d'une façon pas terrible, tu sais que tu te prends une tarte dans la gueule. C'est un peu des tarés, quoi. Ouais, donc, et puis tu vois, après, justement, sur Lubin, je voulais qu'on discute d'une chose, c'est que justement, il a eu une autre défaite contre Sebastian Fundora, donc un autre gros combat. En fait, moi, je voulais te parler justement parce que je trouve que c'est un boxeur très puissant et j'ai trouvé ça en fait étonnant qu'il n'arrive pas à éteindre Fundora. Non. Enfin, j'ai trouvé ça un peu étonnant, tu vois. Bah alors déjà, ce combat, je sais pas si tu l'as vu. J'ai vu la highlight. Ouais. Parce que pour moi, c'était un des meilleurs. Je crois que c'était c'était l'époque de Covid, ça. 2022. Ouais. Pour moi, c'était un des meilleurs combats de l'année. C'était vraiment un combat de fou. Fundora, le problème, c'est qu'on disait 1m97. Dans cette catégorie-là, c'est n'importe quoi. Bah ouais, c'est clair. C'est un monstre. Ouais, c'est un monstre. Oui, mais justement, en fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'en règle générale, le fait d'être plus petit sur tes shots, t'es censé être un peu plus puissant parce que t'as plus de masse vraiment musculaire. Et l'idée, c'est que, en plus, je crois que Fundora, il va à un moment donné aussi au tapis. Et en fait, je me suis demandé comment est-ce qu'il arrive à pas finir derrière. Parce que c'est vrai que, tu sais, ces mecs un peu rectilignes, très grands. Ouais. Souvent, c'est vrai que tu regardes son corps, il a quand même pas une masse musculaire exceptionnelle. Il est très grand, mais il est pas très massif musculairement. Non. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça étonnant qu'il arrive pas à le coucher. Et je me suis imaginé, tu vois, là pour le coup, avec Virgil Ortiz, je pense que Virgil Ortiz Fundora, Virgil Ortiz, s'il lui met un body shot, il lui pète le foie, je pense. Franchement, j'arrive même pas à imaginer ce combat. Ouais, moi aussi, déjà, j'ai du mal à comprendre qu'il soit dans cette catégorie. Fundora, c'est le genre de boxeur qui est tellement hors norme en termes de dimension, en termes de morphologie. C'est un cauchemar. Ouais. D'ailleurs, Tim Tszyu qui a perdu contre lui à cause d'une blessure, mais qui a fait les 12 rounds, et après au rematch, qui a juste abandonné. Mais en fait, il a abandonné, même pas parce que, tu sais, ça se voyait après, il l'a dit, c'est juste parce que il a même pas envie. Un mec comme Fundora, c'est censé pas exister, quoi. Un mec de 1m97 qui pèse 70 kg, et comme tu dis, est super résistant. Et en plus, les uppercuts et les crochets, il arrive à trouver des angles de fou. Un mec comme Fundora, normalement, avec son allonge, tu dis, c'est un mec qui va rester à l'extérieur. Et en fait, non. Parce que Fundora, à un moment, j'avais vu sur un podcast, il disait, quand il était petit, ou genre adolescent, il était, on va dire, normal. Donc du coup, c'était un mec qui allait beaucoup un peu mexicain style, qui allait beaucoup au contact à l'intérieur. Et il a eu une poussée de croissance. Moi, je pense qu'une poussée de croissance comme ça, ils ont dû prendre des médocs un peu, mec. Ouais. Non, mais tu sais, un peu comme Messi à l'époque. Non, mais ça arrive. Moi, je sais que j'avais un pote qui était un peu petit au collège. Et à un moment, il a pris un peu des trucs parce qu'il avait marre d'être petit. Le mec, en 2 ans, il avait 1m85, quoi. Il est passé d'un mètre. Donc, bon. Après, je sais pas si Fundora, c'est ce qu'il a fait. Mais en tout cas, Fundora, il est arrivé à 1m97. Ouais. Et il a gardé un peu son style de Mexicain qui arrive à l'intérieur. Et le problème, c'est que quand tu fais 1m, je crois que Lubin, il va faire 1m80. Ouais, c'est ça. Donc, quand même un mec, 1m80, c'est quand même ok, quoi. C'est pas rien. Et t'as un mec qui fait 2 mètres. Donc, du coup, toi, tu regardes en haut. Et Fundora, il met que des uppercuts avec ses bras immenses. Ouais, du coup, tu te prends des coups. Tu regardes en haut, tu vois des coups qui arrivent par en bas. C'est vraiment n'importe quoi. Et pour te répondre, franchement, ce combat était vraiment top contre Fundora. Moi, ce qui m'a fait peur, c'est que Lubin, il s'est vraiment fait bien amocher. Ouais, je crois qu'il s'est arrêté. Et dès le premier round, les mecs, ils se mettent dedans, quoi. Ouais. Ils s'en mettent plein la tête.
Je crois que Lubin, il va 2 fois au tapis avant de arrêter. Parce que je crois que Lubin, il arrête au 9e ou 10e round. C'est son corner, Ouais, c'est son ça coach. au 9e. Non, mais en fait, c'est l'œil, il est fermé. Voilà, ok, ouais. C'est l'œil, il est fermé. C'est son il peut coach plus qui a boxer. dit, ok, ouais, c'est bon, franchement. Donc, il s'est quand même pris vraiment beaucoup de Ouais. comment on dit, De coups. de punition, quoi. C'était une grosse punition. Mais par contre, pendant le combat, il était pas du tout ridicule. Non, Il a mis, il a ça a mis, été un bon combat. ouais, parce que se battre contre un mec aussi grand, ça montre à quel point technique et avec beaucoup d'expérience, que Lubin a beaucoup d'expérience, pardon. Ouais. Parce qu'il a quand même réussi tout le long du combat à poser ses coups. À un moment, Fundora, il va par terre. Et d'ailleurs, ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est au moment où Lubin, il domine un petit peu, Fundora va par terre, qu'en fait, le combat, il s'arrête. Ouais. Mais Ouais. aussi, je pense que Lubin, il s'est pris tellement de coups. Ouais, non, mais À un moment, il faut protéger les, ça les a boxeurs. été. Et moi, en fait, c'est ce qui me fait peur là. Enfin, peur. Dans ce combat-là, pour moi, entre guillemets, c'est ça qui va un peu faire pencher la balance. C'est que je me dis, quand je vois les pivots qui arrivent à mettre Vergil Ortiz et la puissance qu'il arrive à mettre, je me dis que s'il arrive à mettre 1 ou 2 coups comme Fundora a mis, il va le coucher. Parce que il a une capacité à trouver de l'angle qui est quand même phénoménale, une vitesse aussi. Parce que je trouve que, tu vois, Lubin, il a une capacité physique à venir mettre de la pression tout en étant, tu sais, propre, comme tu disais par rapport à Lamon Roach. Il est très propre, mais il a une capacité à mettre beaucoup de pression. Et souvent, en fait, les adversaires, ils explosent parce qu'ils n'arrivent pas à suivre le volume. Là, un gars comme Vergil Ortiz, il a beaucoup de volume, il a une putain de caisse, il arrive à encaisser grave les coups et il arrive à mettre de l'angle et à utiliser les uppercuts et les crochets de la même manière que Fundora, et pour moi en plus puissant. Donc je me dis que s'il arrive à en fait installer ce type de jeu-là qu'il fait habituellement, si l'humain il a réussi à se faire arrêter contre Sébastien Fundora, je pense que ça va être compliqué, tu vois, par rapport à Vergil Ortiz. Je suis d'accord avec toi. Moi, ouais, je suis un peu. En fait, j'ai 2 scénarios dans ma tête. Déjà, premier scénario, je suis d'accord avec toi. Normalement, Ortiz devrait, on va dire, pas se débarrasser facilement de Lubin, mais il devrait le dominer. Alors après, est-ce que ça va être un KO ou pas, je sais pas. Mais dans la logique des choses où ils en sont dans leur carrière, ouais, il devrait le dominer. Par contre, il y a aussi un point, c'est que Ortiz, il n'a pas forcément récemment affronté des gauchers. Ouais. Tu vois, là, je vois Madrimov, il est droitier, Boachuk, il est droitier, Dulorme, il est droitier, je crois, Lawson, il est droitier, Mackinson, Cavaliosca, c'est droitier. En gros, je crois qu'il faut remonter à Maurice Hooker, si ma mémoire est bonne, en 2021 pour... non, même pas, Maurice Hooker, je crois qu'il est... Il est droitier aussi. Donc du coup, ça, c'est toujours un élément. Ortiz contre un gaucher, on va dire, avec beaucoup d'expérience et de technique, ça peut être une surprise. Il y a aussi un point, alors un des arguments qui fait que je vais dans ton sens, j'ai regardé aussi le combat Lubin contre Jesus Ramos, on va faire ça mexicaine. Donc c'était son avant-dernier combat. Et Ramos était, alors je crois qu'il était gaucher ou droitier, je sais plus. Il était vraiment dans le style mexicain pur. Il était un peu plus gros que Lubin. Et c'était un mec tête baissée, crochet au corps, crochet. Et donc du coup, il n'a pas arrêté justement pendant 12 rounds, on va dire, d'agresser Lubin. Lubin s'en est bien sorti. Il arrivait, on va dire, comme ils disent les Américains, le pot shoté, quoi. Ouais. Genre, j'esquive, paf, et je te mets un petit coup et je me casse. À la fin des 12 rounds, moi, quand j'ai regardé le combat, je me suis dit, Lubin a perdu. Il a eu les 12 rounds. Enfin, il est allé au bout des 12 rounds. Il s'est pas fait défoncer, c'est bien. Mais l'autre était quand même en pression constante. Et même si on sentait que Lubin, c'est vrai qu'il avait une technique un peu meilleure, c'est quand même l'autre qui avait fait le plus gros des efforts. Et les 3 arbitres ont donné la décision à Lubin. Ouais, mais tu vois, c'était même un là, vol un petit peu. Tu vois, là, j'ai la décision et on y revient à ce qu'on disait encore la dernière fois, c'est que ça dépend vachement de la notation, en fait. C'est ça. Si tu regardes bien, là, tu vois, donc sur les 3 arbitres, t'en as un qui... sur les 3 arbitres, t'en as un qui met 115-113, donc on parle d'une décision qui est très partagée, très serrée, et t'en as un qui met 117-111. Ouais. Donc il y a un moment donné où c'est clair que je sais pas les arbitres sur quoi ils sont demandés d'être notés, mais en tout cas moi je pense que tu vois ce point-là fera que contre un mec comme Ortiz ça passera pas. Ouais, mais alors moi là où j'ai un peu peur pour Ortiz, je dois avouer, c'est que Ortiz, comme on a dit dans le passé un petit peu, il est pas mal émotionnel. Ouais. Et il prend des coups aussi. Il prend des coups.
Alors après, contre Madrimov, c'est vrai qu'il a été très patient parce que Madrimov, quand il se déplace pour se déplacer en fait. Ouais. Donc c'est le genre de mec qui fait des pas chassés et tout ça. Et Ortiz, c'est vrai qu'il a été patient, il le suivait. Plus que contre Boacek. Ouais, plus que. Mais en fait, Madrimov, en fait, il bouge beaucoup trop. Et en fait, c'est le genre de mec qui bouge en pas chassé et d'un coup, il va te balancer un gros coup que tu vois venir 2 minutes à l'avance. Donc du coup, Ortiz, il a réussi à bien gérer. Lubin, avec son expérience et le fait qu'il soit gaucher, je me dis, il y a un scénario qui est possible. C'est que Ortiz va avoir la même stratégie qu'il a eu dans les combats précédents. Garde haute, il va avancer sur la personne, il va essayer de rentrer avec son jab. Et au début, il prend pas de risque parce que Ortiz, son plan en fait de Ortiz, c'est je suis super en forme, physiquement, je suis capable d'y aller sur 12 rounds. Ouais, puis il met 4-5 rounds à se chauffer. C'est ça, je te mets la pression et au moment où toi tu baisses de rythme, moi, et ben en fait, c'est là où je vais exploser quoi. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, donc Lubin a pas eu un super combat contre Ramos, mais il est allé les 12 rounds en maîtrisant un peu Ramos. Donc pour moi, j'ai pensé que c'était pas assez, mais apparemment pour les juges, ça l'était. Et donc du coup, il y a quand même un scénario où il y a Lubin qui arrive à frustrer assez Ortiz. Si Ortiz il n'arrive pas à rentrer, ou si justement il se fait contrer à chaque fois qu'il veut rentrer, et en fait, je vois, c'est possible qu'il fasse une Lemon Roche contre Davis. Alors après, Ortiz, c'est pas Davis, on se comprend. Mais Davis n'a pas arrêté un mec quand même, enfin, il n'a pas réussi à arrêter Boacek et Madrimov. Lubin, comme on l'a dit, il fait 1m80, c'est pas un mec qui est forcément plus petit que Ortiz. Ouais, bien sûr. Donc il y a quand même un scénario. Et il est même plus grand parce que Ortiz fait un 70, bon, ça va pas se jouer à ça, mais oui. Il fait 1m78 ? Ouais. Ok. Ouais, il est quand même grand. Hein. Ouais. Mais donc du coup, il y a un scénario où l'expérience de Lubin, s'il arrive, on va dire si c'est sa soirée, il arrive à mettre toutes les choses de son côté. Il y a un scénario qui est pas déconnant de voir que Lubin peut balader Ortiz. Ouais. Bah là où je vais appuyer sur ton propos, c'est que tu vois, contre Boacek, il est down sur le 2 et le 8e round. Ouais, après c'est des flashs mais avec la puissance de Lubin, s'il y en a un qui passe, ça peut faire mal. Ouais. Et je pense que ça va être aussi une sorte de test pour Vergil Ortiz, de voir s'il a la mâchoire très solide. Parce que je pense que s'il prend un ou deux coups de Lubin vraiment bien placés, on va voir s'il arrive à tenir. Parce que je pense de ce que j'ai vu de Lubin, que c'est un mec qui aime pas trop subir la pression, il aime bien la mettre. Le problème, c'est qu'il Vergil Ortiz, pareil. C'est vrai, mais contre Ramos, il a montré qu'il était capable de la prendre sur 12 rounds et de la gérer à peu près. Ouais. Donc c'est ça en fait qui me dit que le combat contre Ramos, c'était peut-être un vol, mais il a peut-être bien entraîné Lubin pour ce que va lui proposer Ortiz, quoi. Ouais, écoute, franchement, hâte de voir. C'est ça, c'est 50. Ça va être intéressant. Je dirais pas que c'est 50-50 parce que dans leur carrière, Ortiz, il est quand même dans une espèce de dynamique un peu plus positive. Il en a fait un peu plus aussi par rapport à qui il a affronté. Quand il prend Boacek, Madrimov, Cavalioskas aussi. Lubin, il y a des jolis noms, quoi. Lubin, je dois avouer que je l'aime bien parce que ça fait partie de ces mecs qui sont un peu old school. Ouais. Le mec, il a pris une sacrée défaite contre Charlo. Mais après, il a continué. Il a remis des mecs justement KO. Il s'est pris une grosse défaite contre Fundora, mais franchement, il s'est battu. C'était très serré. Et là, il revient en remettant KO des mecs. Je veux dire, sur les 3 derniers combats qu'il a fait, il y en a quand même 2 qui sont finis en KO. Un qui est allé sur le 2e round. Donc Lubin, pour moi, c'est un mec, franchement, respect. Parce qu'il en veut. C'est pour ça que ça va être intéressant. Et c'est une carrière un peu à l'old school, quoi. Les mecs qui perdent, mais ils vont pas faire comme Devin Haney, un procès pour essayer d'effacer leur zéro, quoi. Ouais, puis il est pas facile à prendre le combat contre Ortiz. Il aurait pu trouver plus facile s'il avait vraiment voulu. Franchement, contre Ortiz, de toute façon, comme on disait la dernière fois, en Super Welter, là, il y a que des bons gars, quoi. Ouais. Donc du coup, et Ortiz fait partie quand même, je pense, du top 3 des mecs qui sont évités parce qu'on sait que un combat contre Ortiz, honnêtement, tu sais que tu vas t'en prendre dans les côtes. Hein. Tu sais que pendant quelques mois, tu vas respirer avec une petite douleur thoracique, quoi. Le lendemain, tu pisses du sang. Hein. Non, mais je pense que ça va vraiment être un combat intéressant et ça va valoir le coup. On rappelle la date, hein, ce sera le 8 novembre, le 8 novembre 2025. Donc, et moi, il y a quand même, moi, je suis un peu, on va dire, j'avoue mon biais. Hein. Je suis quand même assez un fan d'Ortiz. Du coup, je veux vraiment voir Ortiz gagner d'une bonne manière. Mais il y a vraiment, je sens aussi le côté où Ortiz là,
il est un peu mis entre guillemets pas sur un piédestal, mais il est un peu mis en valeur. Mais ses 2 dernières performances, bien qu'elles étaient bien, ont montré que son passage entre welter et super welter, donc genre de 66 kg à 69 quoi, en gros, qu'il avait aussi pas atteint, on va dire, un seuil, mais il n'a pas mis KO les mecs, il les a pas trop blessés, quoi. Genre Madrimov, il est allé au bout des 12 rounds, Madrimov s'en avait pris plein, mais il n'y a pas un moment où il était vraiment en danger. J'ai trouvé qu'il maîtrisait son sujet quand même. Il maîtrisait son sujet, mais un mec comme Lubin, honnêtement, il a beaucoup plus d'expérience que Bohachuk ou Madrimov. Il y a vraiment un scénario où, comme tu dis, Lubin peut commencer à mettre des directs du gauche qui passent flush. Et le problème, c'est ça, c'est si Ortiz, au bout du 6e round, il a l'œil qui commence à se fermer, l'œil gauche, l'œil droit. L'un des deux. Un des deux, parce que Lubin, justement, il arrive à le contrer avec son gauche et qui commence, on va dire, un peu à paniquer parce que Lubin, il se déplace bien et qu'il le contre. Il y a un scénario où Ortiz, il peut peut-être mentalement être décondensé, ouais. Mais je pense que ça va être un combat briser. Donc on verra. Un combat intéressant. Ouais. C'est soit le combat qui va vraiment assumer, j'ai les mots en anglais qui viennent, qui va vraiment solidifier la posture de Ortiz dans la catégorie, soit au contraire, c'est le combat qui va rejouer un peu les cartes. Ouais, puis après, au-dessus d'Ortiz, il y a quoi? Il y a Xander Zayas et Jaron Ennis. Xander Zayas, c'est une blague, quoi. Enfin, non, c'est pas une blague, mais il est protégé à fond, quoi. Donc, à voir. Et Ennis. Et Boutsenis. Ouais. Et non, Nice, mais on a déjà parlé le week-end dernier. Et ce que j'aime bien, tu vois, c'est que je pense que Virgil Ortiz, il peut aller foutre un peu le bordel dans la catégorie. Ah non, mais bien sûr. Ça va être intéressant. Parce que même Madrimov, j'ai trouvé que il avait été mis sur un pédestal. Le mec a 10 combats. Je veux dire, enfin, du coup, il en a 13 en tout. Il a quand même fait un super combat contre Crawford. Ouais, donc, bien sûr. Mais si tu veux, voilà. Après, tu sais, c'est toujours le même problème. C'est que après, quand t'es mis trop vite en valeur, tu te sens plus trop et après, tu fais pas des combats intéressants. Le problème, c'est que dans la catégorie, là, comme on a dit la dernière fois, il y a plein de gens. Madrimov, ça fait genre 1 an qu'il a pas combattu, je crois. Ouais. Un mec comme Murtazaliev, ça fait presque 1 an qu'il a pas combattu alors qu'il a défoncé Timzou. Fundora, bon, il devait combattre contre Thurman, il s'est pété la main. Bohachuk, il vient de perdre contre Brian Adams. C'est quand même une catégorie de fou. Ouais, donc, du coup, le problème, c'est qu'effectivement, les mecs, on attend beaucoup d'eux, mais au final, s'ils passent 1 an, 2 ans sans qu'il y ait de combat, Et c'est ça qui est cool chez les Gerlati, c'est que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont voulu le prendre, et c'est pour ça que bravo à Erickson Lubin, parce que, comme on le dit, c'est pas un combat qui va être facile. Non, et puis je crois que les deux se connaissent un peu de l'amateur. Donc ils se respectent. Voilà, c'est pas des mecs. Non, mais c'est des bons gars. Ouais, c'est des bons gars. Bon, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour, je pense. Bon, nickel. Hein. Les gars, on peut juste vous brancher dessus. Hein. Franchement, j'attends vraiment ce combat. Pour moi, c'est le gros combat qui va arriver dans les 2 semaines. Ouais, bien sûr. De toute façon, on fera une capsule. Une capsule d'après combat. Pour pouvoir voir un peu ce qu'on en a pensé, vous faire un petit débrief. Pas de souci. Bon, on espère que ça vous aura plu. Allez. N'hésitez pas à liker, suivre, dire ce que vous en pensez, donner des commentaires, positifs, négatifs. Carrément. On s'en fout. On prend tout avec plaisir. On prend tout. Bonne journée. Et surtout les dons PayPal. Surtout les dons PayPal. Bonne journée. Et puis bonne journée à tous. Mangez des fruits, quoi. Toujours. Allez, ciao.